Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le rebelle capitaliste. Aujourd'hui, une vidéo édito, une vidéo lecture, une fois n'est pas coutume. J'espère que ces vidéos vous plaisent. J'ai retrouvé un édito des Dobas de septembre 2021 et il me semblait que c'est un édito assez adapté à l'actualité parce que adapté finalement à comment survivre aux récessions, comment survivre aux crises, comment durer. Ce qui est extrêmement important pour avoir des résultats composés selon l'effet cumulé, qui est un effet exponentiel. Tout ça va être expliqué dans la lecture. Alors, je ne vais pas vous faire plus attendre, vous allez découvrir le contenu. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture, en accéléré, comme vous voulez. Et moi, ça me permet de mieux fixer un petit peu les choses en vous les lisant. Alors, l'édito s'appelle, selon une phrase célèbre de Warren Buffett, « Pour réussir, il faut survivre » avec ce magnifique accent, et vous l'avez reconnu, de Sylvester Stallone. Donc nous allons dans la jungle, nous allons mettre des pièges pour survivre à la récession économique. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je commence donc la lecture de l'édito. Warren Buffett a soufflé sa 91e bougie il y a quelque temps. L'occasion, une nouvelle fois, de lui faire un petit clin d'œil. Des centaines de livres ont été écrits à son sujet et nous avons quand même longuement commenté son parcours. L'une des conclusions que nous avions tirées de la lecture de sa biographie L'effet boule de neige est qu'il a bénéficié de deux avantages de poids pour construire son empire, la machine à cash, son business d'assurance et de float généré, et son cercle d'amis et de connaissances de toute première classe. Ces deux facteurs ont été déterminants dans ce succès, mais il y en a un autre dont on parle moins et qui a pourtant joué un rôle majeur, son incroyable longévité. Buffett a été et continue à être un investisseur phénoménal pendant plus de 3/4 de siècle. Et c'est avant tout cette longévité exceptionnelle qui lui a permis de se hisser à la tête des plus grosses fortunes mondiales avec un patrimoine personnel estimé à 84,5 milliards de dollars. Morgan Housel, dans son livre chaudement recommandé The Psychology of Money, nous rappelle que sur ces 84,5 milliards, 84,2 milliards ont été accumulés après son 50e anniversaire et 81,5 milliards après ses 65 ans. Si Buffett avait commencé à investir autour de la trentaine et avait pris une retraite ordinaire de sexagénaire pour jouer au golf et passer du temps avec ses petits-enfants, presque personne n'aurait jamais entendu parler de lui. En effet, dans cette hypothèse, et en supposant qu'il ait généré le même retour sur investissement, 22% par an, sa fortune se serait alors élevée à une somme équivalente à 11,9 millions d'euros. C'est 99,9% de moins que sa fortune actuelle. Les intérêts composés, la 8e merveille du monde. On sous-estime souvent la puissance des intérêts composés car leur principe n'est pas intuitif pour le cerveau. Penser de manière linéaire est beaucoup plus simple et immédiat que de penser de manière exponentielle. Faire une opération de type 8 plus 8 plus 8 plus 8, etc., c'est-à-dire 9 fois 8 égale 72, ne demande que peu d'efforts. En revanche, s'il s'agit de faire 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8, etc., 8 puissance 9, les choses se compliquent grandement pour nos méninges. Nous avons simulé ci-dessous l'évolution d'un capital de 20 000 euros sur une période de 30 ans, sans nouveaux apports, avec un taux de retour sur investissement de 5, 10 ou 15% par an. Cet exemple est bien sûr théorique. L'objectif est simplement de montrer que les intérêts composés ne développent leur pleine puissance qu'à partir d'un certain nombre d'années. Par exemple, dans l'hypothèse d'un retour sur investissement de 10% par an, on voit que notre mise de départ permet de générer un gain accumulé de 159 000 euros de l'année 1 à l'année 23. Ensuite, les choses s'accélèrent nettement puisqu'il ne faut plus que 7 années supplémentaires pour générer un gain supérieur au gain cumulé des 23 premières années. Au-delà de 30 ans, la magie des intérêts composés opère à des niveaux encore plus spectaculaires. Essayons d'imaginer le résultat au bout de 55 ans. Nous prenons cette durée car Buffett a pris le contrôle de Berkshire en 1965, il y a donc maintenant plus de 55 ans. Sur les 30 premières années, nos 20 000 euros se sont transformés en 349 000 euros, soit 17,4 fois le capital de départ. C'est un gain de 329 000 euros. 25 ans plus tard, nos 349 000 euros se sont transformés en 3,8 millions d'euros. C'est un gain de 3,45 millions d'euros. D'un multiple de 17, le capital de départ, nous sommes passés à un multiple de 189.
Ce calcul purement théorique montre l'intérêt de commencer à investir le plus tôt possible. En démarrant par exemple à investir à 37 ans au lieu de 30 ans, vous vous retrouvez à 60 ans avec un capital inférieur de moitié, dans notre hypothèse d'un retour sur investissement de 10%. Le départ décalé de seulement 7 ans crée un écart du simple au double à 60 ans. Et bien entendu, plus le retour sur investissement est élevé, plus les écarts se creusent. Le biais pour le présent. Évidemment, se projeter sur des périodes aussi longues n'est pas facile. L'une des raisons à cela est que nous sommes avant tout court-termistes. Le mieux pour le comprendre, voici une expérience classique d'économie comportementale relatée dans le livre d'Olivier Siwani. Vous allez commettre une terrible erreur, également chaudement recommandée. Préférez-vous recevoir 100 € aujourd'hui ou 102 € demain? Vous choisirez sans doute 100 € aujourd'hui. La sagesse populaire vous y engage par deux proverbes connus dans toutes les langues. D'abord, le temps c'est de l'argent, puisque les 100 € dont on dispose aujourd'hui peuvent être placés et rapporter d'ici demain un intérêt. Ensuite, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, manière de dire qu'attendre est un risque, puisqu'une promesse n'est hélas pas toujours tenue. Pour comparer une valeur présente à une valeur future, les financiers utilisent donc un taux d'actualisation. Ils appliquent un taux d'intérêt qui reflète à la fois le temps et le risque et qui permet de traduire les flux futurs en valeur actuelle. En choisissant 100 € aujourd'hui plutôt que 102 € demain, vous allez implicitement signaler que votre taux d'actualisation est supérieur de 2% par an. Autrement dit, pour que vous acceptiez d'attendre, il faudrait que votre patience et votre prise de risque soient rémunérées à un taux plus élevé. Par exemple, si le chiffre de 102 € demain était remplacé par 150 €, peut-être choisirez-vous cette seconde option. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le problème est que nous ne sommes absolument pas cohérents dans les taux d'actualisation que nous appliquons. Reprenons les mêmes chiffres, mais changeons les dates. Préférez-vous 100 € dans un an ou 102 € dans un an et un jour? Préférez-vous donc 100 € dans un an ou 102 € dans un an et un jour? Pour l'immense majorité d'entre nous, la réponse est facile. Quitte à attendre si longtemps, un jour de plus ou de moins ne compte guère. Autant toucher 2 € de plus. Choix naturel, à tel point qu'il semble souvent évident, et pourtant illogique. Si vous avez préféré 100 € tout de suite dans le premier cas, et choisi d'attendre pour toucher 102 € dans le second, peut-être, qu'est-ce qui peut justifier que votre taux d'actualisation varie dans le temps? Pour poser la question plus simplement, si vous êtes prêt à attendre un jour de plus pour gagner 2 €, pourquoi ne le faites-vous pas dès aujourd'hui? Ou, pour rendre le paradoxe plus évident encore, dans un an exactement, le choix du second scénario ne sera-t-il pas devenu exactement le même que dans le premier cas, entre le jour précédent et le lendemain? L'explication est simple. Quand il s'agit du présent immédiat, nous sommes considérablement moins patients. Nous sommes moins prêts à choisir un tien que deux tu auras quand la décision se prend aujourd'hui que quand elle est à prendre demain. Ce paradoxe appelé biais pour le présent est amplement démontré. En soumettant à de larges échantillons des choix similaires à celui décrit ci-dessus, Richard Thaler a par exemple montré que les mêmes individus appliquent un taux d'actualisation annuel de 19% à un horizon de 10 ans, mais de 345% à horizon d'un mois. Certains économistes parlent d'actualisation hyperbolique pour donner à ces comportements une modélisation mathématique. Combiné au biais d'aversion à la perte, perdre 1 € nous cause plus de douleur que gagner 1 € ne nous procure de plaisir, on comprend bien que dans un arbitrage entre le présent et le futur, la voie du présent prendra généralement le dessus. La survie, clé de la réussite. On pourrait passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment Buffett a obtenu des résultats hors du commun dans ses investissements, le choix des entreprises dans lesquelles il a investi, sa manière de les valoriser, une intelligence et une capacité de travail exceptionnelles sont des facteurs qui ont joué un rôle important mais qui sont difficiles à s'approprier. En revanche, il est beaucoup plus facile de s'inspirer de ce qu'il n'a pas fait. Au cours de sa très longue carrière, il n'a en effet évité le piège de la dette ou d'un levier excessif, il n'a pas paniqué au cours des 14 récessions qu'il a traversées, il n'a pas sali sa réputation et il a su préserver sa santé physique, même si c'est paradoxalement goinfré de burgers et de cherry coke, mais il faut croire que c'est en quantité raisonnable pour un Américain, et sa santé mentale. En somme, il a mis un point d'honneur à sa survie pendant plusieurs décennies. Et c'est avant tout cette extrême longévité qui a contribué à son incroyable succès. Dans son livre The Psychology of Money, Morgan Housel partage une anecdote peu connue qui illustre ce concept de survie.
Le cas Rick Guérin. Lorsqu'on s'intéresse à l'investissement, difficile d'être passé à côté du duo Buffett-Munger. En revanche, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y avait un troisième compère il y a 40 ans de cela, Rick Guérin. Comme Buffett et Munger, Rick Guérin était un investisseur hors norme. Entre 1965 et 1983, son fonds Pacific Partners Ltd a généré un retour sur investissement annualisé de 23,6% par an. Sur la même période, la performance annualisée du S&P a été de 7,8%. La surperformance de Rick est donc phénoménale. Rick avait des talents hors pair d'investisseur, mais la débâcle de 1973 a irréversiblement terni sa réputation. Le marché s'est effondré et de presque 70% en 2 ans sur la période 73-74, et Rick, qui utilisait alors un levier important, a subi des appels de marge. Il s'est retrouvé forcé et contraint de vendre ses actions Berkshire à moins de $40 à Buffett. Le timing était évidemment le pire que l'on puisse imaginer. L'action Berkshire vaut aujourd'hui 430 000 $, 10 750 fois plus. Surtout, Guérin a perdu la confiance de nombreux investisseurs, ainsi que celle de Buffett et de Munger. Il aura beau se refaire par la suite, le mal était fait, et on n'entendra plus parler de lui. Lui aussi peut devenir une légende de l'investissement, mais son impatience lui a coûté sa place parmi les plus grands. Buffett, Munger et Guérin faisaient jeu égal lorsqu'il s'agissait de gagner de l'argent, mais Buffett et Munger disposaient d'une compétence que Guérin avait complètement sous-estimée, la capacité à préserver son capital. Conclusion. Nous vivons dans une société qui encourage la gratification immédiate. Devenir millionnaire du jour au lendemain en investissant dans les crypto-monnaies, les mêmes stocks, ou en faisant un all-in sur le dernier SPAC à la mode, pourrait sembler presque évident à encore à la frénésie ambiante. Cette foi d'argent facile et rapide conduit pourtant à prendre des décisions irrationnelles qui peuvent vous rayer définitivement de la carte. On entend bien sûr parler de belles histoires, mais on oublie souvent celles des investisseurs qui ont tout perdu du jour au lendemain. Voilà, c'était la lecture de l'édito. Il me semble qu'il est très adapté à notre période, à notre époque. Depuis septembre 2021, les cryptos se sont effondrés, et donc nous voyons que ceux qui avaient un biais fort pour le gain rapide et de court terme ont perdu globalement de l'argent, et donc se sont retrouvés relégués. Cette histoire permet aussi de montrer que la dette n'est pas forcément un actif, que ce qui est l'actif, c'est le sous-jacent de la dette. Or, aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de gens achètent une dette, achètent un emprunt avant d'acheter l'actif. Et ils regardent le coût de l'emprunt, ils regardent l'évolution, la dynamique du marché, mais ils ne regardent pas l'actif, ils ne regardent pas ce qu'ils ont sous les yeux. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'immobilier, et pour moi, l'immobilier va connaître une très sérieuse correction, un très sérieux crack en France. Il ne serait vraiment pas étonnant que les prix soient divisés par 2 dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, vous avez toujours des gens qui achètent des prêts, qui disent que s'endetter, ça fait gagner de l'argent, etc. Mais non. Si votre actif perd de l'argent, peu importe que le coût de l'argent, si votre actif perd de la valeur, peu importe que votre coût de l'argent, que votre coût de prêt soit peu élevé, vous allez perdre de l'argent nécessairement, puisque votre sous-jacent va en perdre. Donc méfiez-vous de ce biais que nous avons, qui consiste à voir le prix et non pas la valeur, et à mettre du levier sur des actifs qui vont perdre de l'argent, puisque finalement, prendre un prêt immobilier, c'est prendre du levier, puisque vous allez multiplier par 7, 8, 10 votre patrimoine actuel pour justement pouvoir acquérir un actif qui est largement survalorisé par rapport à votre patrimoine net actuel. Voilà. Donc, c'était une lecture de l'édito de septembre 2021 des Dobas. C'est un groupe d'investissement et d'investisseurs qui est très intéressant, investisseur value. Voilà, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour faire connaître la chaîne si vous trouvez que la valeur que je livre est intéressante et juste. Et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.